biso esika na biso te tala mpona eza mesa bato balinga kobongisa te batikaka abunga koo nango bato bakufa te tala koo nango ye azali mosusu. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à votre émission Peuple Mokondi. Je récite pour vous un défenseur judiciaire. Il s'agit de monsieur Enoch Manoka. Bonjour. Bonjour monsieur Gilbert, merci de l'invitation. Bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent de part et d'autre. C'est un réel plaisir pour moi d'être dans vos installations. Voilà. Alors, vous avez suivi l'actualité, c'est la conférence de presse tenue par le chef de l'État, au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets. Nous allons en parler avec vous en tant que juriste. Vous allez apporter des éclairages à l'opinion publique qui nous regarde de partout dans le monde, ici en RDC et en Afrique et dans le monde entier. La phrase qui retient l'attention de tous les Congolais ou presque, est cette phrase prononcée par le chef de l'État. Si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, j'accepterai. Si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, j'accepterai. Vous, en tant que juriste, pensez-vous qu'aujourd'hui Tshisekedi est en droit de faire un troisième mandat ou non? Merci de la question. Je pense qu'il faudrait partir de principes. D'abord, sur base de cette sortie médiatique, il y a trois mots qui résument la conférence de presse tenue hier du chef de l'État ainsi que le propos tenu par lui. Il y a la contradiction, la confusion et la compromission. Lorsque le chef de l'État vous dit au départ que je ne veux pas d'un troisième mandat et que par contre si le peuple voudrait que j'obtienne le troisième mandat, je l'accepterai. Au sein de l'opposition, le chef de l'État a combattu l'ancien chef d'État parce qu'il avait l'intention de briguer le troisième mandat. Étant élu chef d'État, notre président nous avait dit que pour lui, la tâche présidentielle est immense. Il ne peut pas comprendre qu'une personne fasse au-delà des 2 mandats. C'est toujours la même personne. Donc vous allez vous rendre compte que le chef de l'État s'est contredit en 3 périodes. Lorsqu'il était opposant, au début de son mandat, et avec l'acheminement de son mandat. Vous me posez la question de savoir est-ce qu'il est en droit. D'abord, je vous décèle l'incohérence dans ses propos. Lorsqu'il vous dit, je n'ai pas la volonté de briguer le troisième mandat, mais si le peuple le veut, je l'accepterai. Mais quand est-ce que le peuple exprime sa volonté? Est-ce que est-ce que la volonté du peuple intervient parce que le peuple le veut, ou soit parce que le pouvoir public met des mécanismes qui permettront au peuple d'exprimer sa volonté? Est-ce qu'en tant que peuple, on peut se réveiller un bon matin, on s'est dit, on veut que le chef de l'État obtienne le troisième mandat? Mais oui, c'est possible. Non, il y a un mécanisme, je ne sais pas si vous me comprenez. L'expression collective se dévoile par des mécanismes étatiques. On ne peut pas aujourd'hui, vous et moi, se réveiller et dire qu'on veut que le chef de l'État reste en fonction jusqu'après 2028. Il faut qu'il y ait un référendum. Mais qui font en sorte qu'il y ait un référendum? C'est le pouvoir public. Donc il faut d'abord que le pouvoir public accepte qu'il y ait un référendum pour permettre au peuple d'exprimer sa volonté. Donc il n'y a pas de volonté publique sans la volonté étatique. Donc c'est l'État qui accepte. La volonté étatique influence la volonté publique. Précède la volonté publique. Précède. Parce que c'est la volonté étatique qui nous permet d'organiser les référendums. Et sur base de ces référendums-là, le peuple va maintenant exprimer sa volonté. Comment expliquer qu'un chef d'État qui a été élu sur base d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois peut penser qu'il faut que le peuple revienne encore pour exprimer sa volonté sur le oui ou le non par rapport à un troisième mandat? Ça, c'est d'abord une incohérence. Parce que vous étiez élu sur base d'une constitution. Et cette constitution vous dit que vous avez un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et vous venez vous dites que non, voilà, il faut que le peuple revienne encore pour me dire est-ce qu'il veut que j'obtienne le troisième mandat. Encore qu'ici, lorsqu'on changera la constitution, ce ne serait plus le troisième mandat, mais un nouveau mandat. Dans le premier mandat. Exactement. Donc ici... Parce que ce sera la 4e République. Voilà, l'État ou la race, on va reprendre tout à zéro. Donc ici même, on sait que le chef de l'État a dit il y a une incohérence. Ce ne serait pas le troisième mandat, ce serait un nouveau mandat. Et en même temps, il vous dit que les slogans tels que tout droit in 3 sont des distractions. On ne peut pas interdire à ceux qui sont ses compatissants de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils pensent de leur chef. Donc le chef de l'État, dans cette période critique dans notre pays, a raté une opportunité
de s'exprimer cohéremment sur les enjeux de l'heure. Le chef de l'État a tenu une conférence comme une matinée politique que Augustin Kabouya tient le soir. Parce que les propos qui ont été tenus là-bas n'ont pas rencontré les desiderata du peuple. Le vrai débat actuellement, c'est le débat de la crise sécuritaire à l'est du pays. Mais chaque question qui ont été posées par rapport à la crise sécuritaire, les chefs de l'État disaient toujours, seul Dieu connaît les lendemains. Mais pour le troisième mandat, là, il est clair pour dire que le peuple va accepter ou pas que j'obtienne le troisième mandat. Même pour le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais, Dieu. Il a dit, Dieu seul sait, est-ce que les troupes rwandaises partent. Voilà, donc la seule question ayant obtenu une réponse claire dans cette conférence, c'est la question ayant trait au troisième mandat. Mais pour les troupes, il n'a pas été précis. Mais pour la crise sécuritaire à l'est du pays, il n'a non plus été précis. C'est une preuve certaine que le chef de l'État n'a pas de solution par rapport à la crise. Moi, j'aurais aimé entendre que le chef de l'État puisse nous étayer les efforts implémentés par son pouvoir au regard de la crise à l'est du pays et les perspectives d'avenir. Parce que lorsqu'un chef d'État s'exprime en public, il faut toujours que sa parole soit plus importante que les silences. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le chef de l'État a raté une opportunité de se taire. Donc, c'était un non-événement. Il n'a pas rencontré les vraies questions. Il n'a fait que s'égosiller et puis nous prouver à suffisance qu'il est en train de se préparer pour un troisième mandat. Alors, pas d'élection pendant que le Nord et le Sud Kivu sont entre les mains de la rébellion, mais on peut changer la constitution sans céder province. Est-ce qu'il y a une contradiction, une fois de plus? C'est ça que je vous ai dit, qu'il y a la théorie des 3 C. Contradiction, confusion et compromission. Le chef de l'État s'est compromise, a fait des confusions et s'est contredit du début de ce point de presse jusqu'à la fin. Lorsqu'il vous dit qu'il n'y aura pas élection en 2028, tant qu'il y aura insécurité à l'est du pays. Mais il oublie en même temps que c'est lui le garant de l'intégrité territoriale et qu'il a l'obligation de sécuriser les Congolais, qu'il a l'obligation de mater les rébellions à l'est du pays. Il ne peut pas venir justifier la présence de l'insécurité à l'est du pays pour le prendre comme un alibi sur le fait qu'il ne peut pas organiser les élections. Mais en même temps, il vous dit qu'on va changer la constitution si seulement le peuple le veut. Mais quid du peuple qui sont à l'est du pays? Est-ce qu'ils seront-ils à mesure de s'exprimer par voie de référendum pour accepter ou pas le troisième mandat du chef de l'État? Et donc ici, vous avez la preuve, il n'y a même pas lieu de faire un débat, que le chef de l'État s'en fout de l'insécurité à l'est du pays. Ce qui le préoccupe actuellement, c'est le fait qu'il reste au pouvoir. Peu importe le fait que Nanga reste à l'est du pays, même après 20 ans, pourvu qu'il reste chef d'État, pour lui, il se contente de cette posture-là. Donc ça, ce n'est pas une posture d'un homme d'État. Parce que je l'ai entendu dire que non, il faut faire la différence entre un homme politique et un homme d'État. Et puis il vous dit, l'homme politique attend les prochaines élections. L'homme d'État voit les générations futures. Mais voir les générations futures voudrait dire quoi? Qu'il faut enlever l'insécurité à l'est du pays pour que ceux qui viendront après vous ne puissent pas bénéficier de l'insécurité. Voir les générations futures voudrait dire quoi? Qu'il faut hausser les sociales de la population qui aujourd'hui se trouve au rabais. Voir les générations futures voudrait dire en même temps qu'il faut accepter que lorsqu'on a été élu pour un mandat de 5 ans, de respecter la Constitution pour que les générations futures également puissent suivre votre exemple. Mais ici, le chef de l'État ne voit pas les générations futures parce qu'il veut marcher sur le principe qui nous régit pour que les prochaines générations également puissent s'inspirer du mauvais exemple qu'il est en train d'implémenter pour que le pays puisse demeurer dans un chaos. Figurez-vous aujourd'hui, s'il veut que le peuple vienne dire oui ou non sur le troisième mandat, qu'adviendra-t-il pour celui qui viendra après lui? Ce serait comme un cycle infernal. S'il veut que le peuple s'exprime pour un troisième mandat, lorsqu'il aura épousé le troisième mandat, il viendra encore pour vous dire non, je veux que le peuple s'exprime pour un 4e mandat. Et ainsi de suite. Et celui qui viendra après lui va se dire, comme Tshisekedi l'avait également fait, moi aussi je demanderai au peuple de dire oui ou non s'il veut que j'obtienne le 3e mandat. Alors, ça sera un cycle infernal et le pays va tomber dans un chaos démocratique et nous allons vivre une dictature déguisée en démocratie, malheureusement. En cas de changement de la constitution, vous l'avez dit, Tshisekedi ne fera pas un 3e mandat, mais un 1er mandat. Donc, l'ancien président Kabila aussi aura droit lui aussi de postuler comme président de la République. Parce qu'il y aura un tabula rasa. Mais il faut également faire un distinguo. Le chef de l'État, lorsqu'on parle du 3e mandat, il dit qu'il va consulter le peuple pour que le peuple s'exprime. Mais pour les changements de la Constitution, il vous dit
je pense qu'il faudrait d'abord mater l'agression à l'est du pays pour permettre l'organisation des voilà, élections. du référendum et tout ce qui va avec. Et donc ici, il veut dissocier son troisième mandat dans son entendement, bien sûr, avec les changements de la Constitution. Ce qui est impossible parce que l'obtention d'un nouveau mandat dépendra d'une nouvelle Constitution qui viendra cette fois-là prévoir ces mécanismes-là. Parce qu'avec l'actuelle Constitution, c'est impossible que le chef de l'État se représente encore en 2028. Encore qu'ici, lorsqu'il nous dit que l'insécurité à l'est du pays ne lui permettra pas d'organiser les élections, c'est une façon de nous dire qu'il a été incompétent de sécuriser la population congolaise à telle enseigne qu'il s'est vu dans l'impossibilité de respecter ses propres prérogatives. Parce que lorsque je rappelle, pour un petit rappel, Tshisekedi avait dit il va se sentir chef de l'État le jour où il va imposer la paix dans la partie est du pays. Aujourd'hui, la guerre continue, donc il ne se voit pas dans sa peau de chef de l'État. Monsieur Gilbert, il faut vous rendre à l'évidence que le chef de l'État de mon pays a cette qualité de facilement s'exprimer en public et d'oublier également aussi facilement tout ce qu'il dit. Vous avez vu hier, on l'a rappelé au chef de l'État qu'il avait une fois dit que lorsqu'il sera chef d'État, tous les policiers auront des véhicules. Il a dit, je ne me souviens pas, je ne pense pas l'avoir dit. Et actuellement, il y a des vidéos qui sont publiées sur les réseaux. Il y a des vidéos sur les réseaux qui attestent qu'il était en train de dire que le jour où il sera chef d'État, les policiers auront des véhicules. Il a trouvé un raccordement frauduleux. Même en plein point de presse, il s'est contredit. Parce que lorsqu'Israël Moutombo l'avait dit, il a dit non, il n'a jamais dit ça. Et puis par après, au moment où il a pris parole pour répondre à la question, il a dit non. Quand je l'avais dit, c'est parce que pour moi, les salaires de policiers les auraient permis d'acheter les véhicules. Est-ce qu'avec les salaires que les policiers obtiennent maintenant, peuvent-ils acheter les véhicules? Leur salaire est aujourd'hui multiplié à 5. Écoutez, ça, c'est de la démagogie tout court. Donc les Congos a la malchance de nous avoir comme peuple. Ça, je dois vous le dire. Les Congos a la malchance d'avoir les dirigeants du pays comme dirigeants. Nous ne méritons pas les Congos par nos comportements, par nos dirigeants que nous avons à la tête du pays. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un chef d'État puisse se contredire dans ses propos et qu'il ait en même temps des gens qui l'applaudissent? Dans le point de presse qu'on a suivi hier, vous et moi avons compris que le chef d'État s'était contredit. Mais quand même, il y a eu des troubadours dans la salle qui ont applaudi ses propos. Pourquoi? Parce que les Congolais pensent que lorsqu'il obtient $500 auprès d'un politique qu'il est en train d'agencer, il s'en fout du sort de tous les autres compatriotes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, on développe une théorie, la théorie de l'idiot utile. L'idiot utile. L'idiot utile, c'est celui qui pense que le fait pour lui d'applaudir ses bourreaux va lui permettre de pouvoir nourrir son ventre. Alors que ces bourreaux également pensent l'utiliser pour leur propre fin. C'est comme les communicateurs de l'Union. Quand vous les recevez, ils chantent à la gloire de certains ministres. Parce que dans leur cabinet, ils obtiennent des $500. Et puis par après, demain, ces mêmes bourreaux les utilisent pour leur propre fin, mais sans pour autant atteindre l'intérêt général. L'unité des mesures de l'action politique, c'est l'intérêt général. Mais aujourd'hui, dans notre pays, nous vivons tout sauf les actions qui tendent à pouvoir atteindre l'intérêt général. C'est comme ça que moi, je suis tenté de croire que Tshisekedi, excusez-moi, que le Congo ne mérite pas d'avoir les dirigeants que nous avons à la tête du pays comme dirigeants. Et tant que nous n'aurons ces régimes à la tête du pays, rassurez-vous que rien ne se fera de positif pour l'intérêt des Congolais. Vous voulez dire en clair que les Congos ne méritent pas Tshisekedi à la tête du pays? Je suis clair et je ne prends pas que Tshisekedi pour faire une fixation sur lui. J'ai dit les Congos ne méritent pas ces dirigeants que nous avons aujourd'hui. Et tant que nous aurons ces dirigeants, les Congos n'avancera pas. Parce que nous avons la preuve. Vous avez un chef d'État qui vous dit que lorsque j'avais dit à la moindre d'Oscar Mouche, je n'avais pas d'informations. Pourtant, dans cette période-là, il avait fait 5 ans à la tête du pays. Il avait de l'expérience. Exactement d'informations. Pensez-vous que dans 5 ans de gestion, on ne peut pas comprendre que dans tel lieu, il y avait plusieurs erreurs, dans tel autre lieu, il y avait des erreurs? Comment on peut venir, après 5 ans de gestion, dire que non, voilà, j'avais commis des erreurs, je n'avais pas des informations? En tant que dans le même point de presse, il nous a dit qu'il est les citoyens les mieux informés de la République. Comment une personne qui est mieux informée peut en même temps être moins informée?
À telle enseigne qu'elle vient En nous même dire... temps, il a ignoré les arrestations nocturnes. Voilà. Ou bien diurnes. Des opposants congolais. Ça, c'est également... Il faut comprendre avec Tshisekedi, c'est ça. Lorsqu'il y a une question auquel il se retrouve face à une évidence, là, il n'est pas informé. Mais lorsqu'il faut apporter des bilans dont les répercussions ne se trouvent pas dans les vécus des Congolais, là, il est mieux informé. On vous parle ici d'un budget très élevé. On vous dit qu'on est la 5e économie en Afrique, ce qui est faux. Vous pouvez taper... Non, nous ne sommes pas 5e. 9e. Nous ne sommes même pas parmi les 5 économies africaines. Allez-y vérifier sur Google. Parce que le chef de l'État sur Google, nous sommes 9e. Voilà, le chef de l'État nous a renseigné que nous étions 5e économie en Afrique. Déjà, sur ce point-là, ça ne se comprend pas. Que le chef de l'État puisse ne pas avoir l'information alors que lui, il est mieux informé au sein de la République. Donc voilà, ça déjà... Je suis sur ça. Oui. Première économie en Afrique, c'est Afrique du Sud. Voilà. Deuxième, Égypte. Troisième, Nigeria. Quatrième, Algérie. Cinquième, Maroc, et non la RDC. Oui. Sixième, Éthiopie. Septième, Kenya. Huitième, Angola. Et neuvième, la RDC. Mais là, dites-vous, quand le chef de l'État parvient, je ne dirais pas à se tromper parce qu'il est mieux informé, à nous dire des choses qui ne sont pas vraies, qu'est-ce que vous voulez que les Congolais puissent dire de plus? Parce que lorsqu'on viendra critiquer ici, ils enverront le service pour arrêter les gens, parce que dans notre pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Mais on n'est pas tolérant. On veut faire de la démagogie pour berner l'opinion. L'évidence est telle que les Congolais ne vivent pas les répercussions de la politique de Tshisekedi dans leur vécu quotidien. Il a même lui-même dit hier que la balance de l'économie, c'est les paniers de la ménagère. Aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous avons un pouvoir d'achat élevé au vu des salaires que nous obtenons dans le service du pays? Non, il n'y a rien qui marche. Le chef de l'État devait aujourd'hui se poser 1001 questions depuis qu'il est là. Il a ramené le social à quel niveau? Avec un budget de 22 milliards, les Congolais ne sont pas payés. Avec un budget de 22 milliards, l'armée ne parvient pas à mater une rébellion alors qu'on avait mis 3 milliards pour requinquer l'armée. Donc tout ce qui se pose comme action avec Tshisekedi, c'est pour nous lérer. C'est comme ça que vous et moi, on prend rendez-vous en 2028. Nous allons nous insurger contre tous ceux qui prendront le pouvoir en dépassement du délai constitutionnellement établi. Parce que nous n'accepterons pas qu'il y ait glissement dans ces pays. Je suis sur ma soif sur la question de Joseph Kabila Kabange. Si demain on changeait la constitution, nous sommes à la 4e République. L'ancien président Kabange, Joseph, peut-il postuler comme président de la République ou non? Tout dépendra de ce qui sera prévu dans cette constitution. Parce que dans chaque texte, il y a ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Vous n'êtes pas juriste, c'est bien sûr, mais si vous prenez les lois, vous allez voir qu'à la fin de chaque loi, on vous parlera des dispositions transitoires, on vous parlera des dispositions finales. Les dispositions transitoires ont pour mission de déterminer les conséquences ou la prise en charge des actions qui ont été implémentées sous les jougs de l'ancienne loi, qui doivent être pérennisées dans les temps. Par exemple, on dira, pour les cas des anciens chefs d'État ayant été régis par l'ancienne constitution, voilà les conséquences qui sont prévues. Mais connaissons les combats de ces pouvoirs, parce que ces pouvoirs ne luttent pas contre Kagame, ces pouvoirs ne luttent pas contre l'agression, c'est contre Kabila que ces pouvoirs luttent. Connaissons leur posture. Je suis sûr et certain qu'ils vont vérifier ça au niveau des dispositions transitoires pour que Kabila ne revienne pas comme chef d'État. C'est une évidence, rassurez-vous. Ils ne vont pas laisser cette brèche-là parce qu'ils savent que s'ils laissent la brèche, Kabila risquerait de revenir encore. Donc c'est à ce niveau-là que moi je suis tenté de croire qu'au niveau des dispositions transitoires, ils vont verrouiller les cas d'un ancien chef d'État ayant été régi par l'ancienne constitution. Alors tu sais qu'il a pris un cas en Ukraine où il y a la guerre depuis plus de 3 ans déjà. Les élections devraient être organisées il y a 2 ans passés. Mais Zelensky ne les a pas organisées à cause de la guerre. C'est un argument fort avancé par le chef de l'État. Mais quand nous on prend les cas... Ça tient debout ou non? Lorsque nous on dit que Zelensky en pleine guerre ne part pas dans les concerts, est-ce qu'il prend ça également comme exemple? Lorsque nous on dit que Zelensky en pleine guerre ne voyage pas à tout moment, est-ce qu'il les prend comme exemple? Pourquoi il ne doit prendre que l'aspect qu'il pleut? Parce que j'aurais aimé qu'ils disent que non, voilà, Zelensky ne voyage pas à tout moment, moi je voyage à tout moment, je les prends également comme exemple et je ne voyagerai plus. Ça, ce sont des alliés. Il voyage pour chercher la solution au peuple congolais par rapport à la guerre. Quelle est la solution depuis qu'il a fait des voyages? Parce que vous et moi, nous sommes Congolais. Au-delà d'être journaliste, vous êtes Congolais. Depuis que le chef de l'État a commencé son marathon des visites des États, qu'est-ce qu'il a ramené comme solution de façon concrète?
aucune solution. Les sanctions contre C'est Kabila une façon pour ne sont lui- pas une solution pour C'est le une RDC. façon pour lui, c'est une façon pour lui de visiter les États. Parce qu'il vous souvenez, sur Top Congo, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre premier mandat? Il a dit, j'ai visité les pays, j'ai croisé tous les grands de ces mondes, tous ces chefs d'État des grandes puissances, je les ai croisés. C'était un rêve Il pour n'a lui pas dit que ça. de visiter, visiter les États-Unis, visiter la France, visiter l'Angleterre et consorts. Vous me parlez des sanctions américaines, alors que c'est l'œuvre d'un organe du Trésor public américain, ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Parce que les sanctions américaines visent les intérêts américains. Est-ce que ça vise les intérêts des Congolais? C'est ça la vraie question. L'Amérique a sanctionné Kabila pour des actes posés chez nous, mais au regard des intérêts américains. Moi, j'aurais aimé que le chef de l'État, ou que vous, qui pensez que la sanction américaine est bonne, puissiez nous dire quel est l'intérêt des Congolais sur la sanction américaine contre Kabila, sur des actes posés par Kabila en République démocratique du Congo. Si on détermine cet intérêt-là, on va faire un bon débat. Voilà, Tshisekedi a parlé aussi de la presse. Il a dit les journalistes ont selon lui la responsabilité de devenir des patriotes. Donc il appelle le journaliste au patriotisme. Mais bien avant le début ou bien lors de cette activité, nous avons appris que le service de la présidence ont confisqué tous les téléphones de journalistes, mégaphones et autres appareils d'enregistrement. Pas de caméra, pas d'appareil photo, tout a été enregistré. Seule la RTNC avait l'exclusivité de la diffusion de la conférence du chef de l'État qui devrait, je rappelle, passer en direct de la RTNC. C'est pas malheureusement, pour des raisons évidentes, elle a été enregistrée, la conférence, et diffusée plus tard. En même temps, il appelle les journalistes à être patriotes face à la guerre. Le patriotisme, c'est également accepter qu'il y ait la prise en compte des contradictions. Lorsque vous prenez tous les journalistes qui s'étaient exprimés hier, vous vous rendrez compte que 90% sont des gens qui sont alignés pour le régime. Je n'ai pas vu l'UFrance, par exemple, prendre parole. Vous n'avez pas vu les journalistes caricaturés de l'opposition poser des questions au chef de l'État. Et donc, le service du chef de l'État s'était arrangé pour que certains journalistes... Exactement. Poser des questions. Oui, le but, j'ai dit, j'ai vu qu'il avait fait une publication pour dire qu'il n'avait pas pu poser la question parce que les services lui auraient réglé des comptes. Déjà, sur ces points-là, lorsqu'il invite les journalistes au patriotisme, il doit également accepter le fait que le patriotisme implique la contradiction, les critiques. Or, eux ne sont pas tolérants. Lorsqu'on critique le chef de l'État par rapport à sa politique sécuritaire, vous verrez qu'on va vous arrêter, on va dire que vous êtes infiltré. Pour eux, le patriotisme se résume au Djalelo. Lorsque vous avez le patriotisme, vous ne pouvez pas critiquer. Vous devez toujours chanter. Même quand le chef de l'État gère mal la politique sécuritaire du pays, il faut toujours agencer le chef de l'État, chanter à sa gloire. Or, le patriotisme voudrait également que le journaliste critique. C'est comme ça que moi, je n'accepte pas cette posture-là du pouvoir en place, qui veut cacher le fait qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des critiques sous les joug du patriotisme. Le vrai patriotisme, c'est de dire au chef de l'État, en 2019, lorsque vous avez fait la remise-reprise, le Congo n'avait pas d'agression rwandaise à l'est du pays. Et que lorsque vous êtes venu à la tête du pays, il y a l'agression rwandaise. Le vrai patriotisme, c'est de dire au chef de l'État que tous ceux qui font la guerre en grande partie étaient ici en Ndolo, mais ont été sortis par vous, sous votre joug. Le vrai patriotisme, c'est de dire au chef de l'État qu'une délégation du M23 a été réussie ici pendant 14 mois. Il a des comptes. Le chef de l'État l'a reconnu une fois lors de la conférence de presse. Le vrai patriotisme, c'est de dire au chef de l'État qui nous parle des accords économiques, des accords militaires qui n'ont jamais été lus par la population, alors que la redevabilité voudrait que les dirigeants rendent des comptes au peuple congolais. Le vrai patriotisme, c'est de dire au chef de l'État que depuis qu'il est là, il nomme ses amis, il nomme des gens qui ne parviennent pas à poser des vraies politiques publiques, des vrais diagnostics pour faire avancer le pays. Quand on l'aurait dit, et qu'on aurait accepté, c'est à ce moment-là qu'on parlerait du patriotisme. Mais puisqu'ils ne veulent pas entendre la contradiction, rassurez-vous que pour eux, le patriotisme, c'est déjà les lots. Non, pour Tshisekedi, d'après ce que j'ai compris, le patriotisme, c'est ici le fait que nous, journalistes, on doit, je dirais, abandonner un tout petit peu notre impartialité pour tomber dans la partialité. C'est ça que dans le traitement de l'information. C'est ce que j'ai dit, les dialélos. Pour lui, il ne veut pas que qu'il obtienne des critiques de vous parce qu'il pense que critiquer, c'est pas bien.
Alors que le patriotisme voudrait, voilà les chefs de l'État, nous acceptons ce que vous avez fait, nous vous encourageons dans votre démarche, mais nous pensons que vous deviez agir de cette façon. Mais lui ne pense pas ainsi. Lui veut que même quand il gère mal, que vous soyez derrière pour appuyer, même quand il ne pose pas de bonnes actions, que vous soyez derrière pour chanter. Or, cette façon de faire ne pourra pas faire avancer la République, malheureusement. Alors, le fait que les services de la présidence ont confisqué tous les appareils d'enregistrement des journalistes ne constitue pas une violation, je voulais dire, à la droit ou à la liberté de presse. Je ne sais pas trop parce qu'il faudrait qu'il y ait de bonnes raisons qui justifieraient cette mesure-là. Parce que le chef de l'État était face à la presse. Peut-être que pour eux, ils voulaient l'exclusivité de l'information, à telle enseigne que la présidence soit les seuls organes qui auraient les images à diffuser. Je crois qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent être justifiées. Même des raisons sécuritaires aussi, exactement, mais je crois que ça aurait été communiqué, ça nous aurait épargné de ces débats, parce que si les services nous communiquaient, voilà, au vu de telles raisons, on ne permettra pas qu'il y ait de téléphone dans la salle, on ne permettra pas qu'il y ait de caméra. Je crois que on aurait dû comprendre. Mais puisqu'ils n'ont pas pu informer la population, je crois que ça frise un peu beaucoup de choses. C'est à ce niveau-là que moi, je suis trop dubitatif. J'aurais aimé qu'ils informent, donner les raisons qui justifieraient ces mécanismes-là, et ça nous aurait épargné de beaucoup de questions. C'est légitime pour eux, en cas de questions sécuritaires, de prendre ces mesures-là, mais c'est aussi légitime pour nous d'être informés du pourquoi de ces mesures. Donc c'est ça un peu. Autre point abordé par le chef de l'État, c'est le dialogue. Il s'est dit ouvert au dialogue. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir avec qui Tshisekedi peut dialoguer quand on sait que tous les grands opposants sont exilés aujourd'hui. Moïse Katumbi est en exil, Franck Dongo est en exil, Seth Kikouni en exil, et bien d'autres opposants qui sont ici à Kinshasa, mais qui sont en cachette en fait. Avec qui il va négocier? Avec l'opposition armée? Bon, c'est pas ce qu'il pense, c'est que je sais qui est mon analyse. Hein. Je crois que le chef de l'État ne veut pas des Kabila. Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Il ne veut pas se retrouver dans une même discussion, dans une même table, où en face de lui, il aura Kabila. C'est comme ça qu'il ne veut pas du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous... Non, il est plutôt ouvert au dialogue. Non, je sais de quel dialogue je suis en train de faire allusion. Okay. Parce que quand il vous dit je veux du dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Pas avec ceux qui sont avec le rebelle. Déjà là, il veut exclure Kabila, alors que le dialogue portera sur la crise sécuritaire. On ne peut pas discuter d'une crise à l'absence de ceux qui ont créé la crise. C'est ça l'évidence. Figurez-vous qu'il y a un dialogue en interne entre Fayoulou, Délice Sanga et tous les autres acteurs, ainsi que le chef de l'État, sur la crise sécuritaire à l'est du pays. Quelles seront les répercussions de ces dialogues sur ceux qui ont pris les armes, dès lors qu'eux n'ont pas pris part à ces dialogues-là? C'est ça le vrai débat. Il accepte quel type de dialogue? Un dialogue qui exclut les autres acteurs. Or, on ne peut pas discuter sur une crise à l'absence des acteurs de la crise. Nang a fait partie de la crise, donc il faut qu'on parle également avec lui, parce qu'il faut qu'on trouve la solution avec ceux qui ont créé les problèmes. C'est comme vous et moi. On ne peut pas avoir un problème entre vous et moi et qu'on puisse faire une discussion pour résoudre ces problèmes-là à votre absence. Il faut toujours que vous soyez présents pour qu'on discute et qu'on trouve la solution. Ici, nous ne voudrions pas légitimer l'agression ni la rébellion. Ce que nous voulons, c'est la paix et la solution. Et cette solution ne viendra que des Congolais que nous sommes. Ça ne viendra pas des Américains. Ça ne viendra pas de l'Occident. Alors, on doit être capable de surpasser nos égos, de surpasser les clivages politiques pour atteindre la solution. Parce que les Congolais nous observent. Ils observent le chef de l'État, ils observent Nanga, ils observent tous les acteurs politiques. Ils voient l'ego que nous développons. Le plus important, c'est le Congo. Ce n'est pas le fait qu'on soit des lieux de paix ou qu'on soit au pouvoir, parce que le pouvoir passera, mais le Congo restera. C'est ça le vrai problème. Le fait pour Tshisekedi de conditionner l'organisation des élections par les rétablissements de la paix dans la partie est du pays ne constitue pas un défi lancé et à l'opposition politique et à l'opposition armée au niveau de l'est du pays. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le régime de Kinshasa de s'éterniser au pouvoir? D'aucuns accusent le régime d'entretenir la guerre pour s'éterniser au pouvoir. Mais c'est Gilbert qui est appelé à sécuriser la population. C'est ce qu'il dit avec ce régime. Qui doit lancer les défis à l'autre en cas d'insécurité? Est-ce que c'est la population qui doit lancer les défis ou c'est celui qui est appelé à sécuriser la population qui doit lancer le défi? Parce que c'est à nous de lancer le défi en tant que peuple. Voilà, vous êtes là. C'est vous les garants de l'intégrité territoriale. Nous vous lançons le défi de nous rétablir la paix avant 2028. Mais là, ici, c'est l'inversion des valeurs. C'est celui qui doit subir du défi
qui lance le défi au peuple. Tshisekedi, en d'autres termes, a défié le peuple congolais. Il pense qu'il peut aller au-delà de 2028 parce qu'il y a insécurité à l'est du pays. On ne défie pas un peuple. Parce que Mobutu a osé le faire. Il a été chassé comme un bout d'homme ici à Kinshasa. Je crois que le chef de l'État a commis une grosse bourde hier dans son point de presse. Il ne pouvait pas aborder cette question de cette façon-là. Parce qu'il a donné l'impression de défier la population congolaise alors que c'est nous qui devions plutôt demander des comptes au chef de l'État au regard de l'insécurité qui sévit à l'est du pays. C'est ça la vraie question. On aurait dû par exemple dire, monsieur le chef de l'État, avant 2028, nous voudrions qu'il y ait la paix à l'est du pays. C'est un défi. Et lui sera dans l'obligation, parce que c'est sa mission de nous garantir la sécurité, de relever ces défis-là. Mais là, le fait pour lui de faire l'inverse, ça prouve à suffisance qu'il a l'intention, la volonté de rester là après 2028. Et nous, peuple, nous viendrons, parce que la Constitution nous le dit, de nous insurger contre ceux qui prennent le pouvoir au-delà des dispositions prévues dans cette Constitution et en violation de ces mêmes dispositions-là pour dire non à Tshisekedi après 2028. Là, c'est le peuple. Alors, vous, de l'opposition, qu'est-ce que vous comptez faire si aujourd'hui Tshisekedi, il a déjà pris la décision de changer si le peuple levait la Constitution ou bien un troisième mandat si le peuple le demande. Vous, de l'opposition, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement quand on sait que l'opposition est fragilisée sous Tshisekedi, elle est divisée? Vous comptez sur l'Église catholique, comme c'est fait le cas hier, avec les CALCC, les CLCC, Comité laïque de coordination, ou bien vous êtes en train de vous préparer en interne pour barrer la route au chef de l'État? Je sais que, comment il s'appelle, Martin Fayoulou a prévu une conférence de presse au cours de laquelle il va certainement répondre à certaines préoccupations soulevées par le chef de l'État Tshisekedi. Monsieur Gilbert, je dois d'abord vous rassurer une chose, que le peuple ne demandera pas le troisième mandat au chef de l'État. Hormis les membres de la Force du Progrès et ceux qui vivent à la 10e rue. Les membres de l'UDPS. Le peuple ne voudra pas du changement de la Constitution. Ça, vous devez en être sûr. Donc, il ne faut pas vous perdre à ce niveau-là. Alors, il faut non plus croire que l'opposition ou la faiblesse de l'opposition doit être caricaturée au regard des individus. Parce que lorsque vous parlez de cet aspect des choses, vous voyez les individus. Vous voyez Martin Fayoulou, vous voyez Sisanga et tout le reste. Ne caricaturez pas l'opposition en fonction des individus. Je dois vous dire une chose. Que l'opposition qui chassera Tshisekedi, ça ne sera pas l'opposition de Fayoulou ni de Sisanga. Ce serait la jeunesse congolaise qui va s'élever contre lui. Parce que c'est la jeunesse qui détient la clé de l'avenir de ce pays. Ce ne serait pas les gens ou les individus. Ce fut le cas au Madagascar. Il n'y avait pas un acteur politique qui s'est réveillé. Non, je suis cacique, je suis grand acteur politique, que les jeunes descendent dans la rue. C'est les jeunes eux-mêmes qui s'étaient pris en charge. Ça sera également le cas en 2028. Il y aura de nouvelles figures. Ce ne sera pas les anciennes personnalités que vous avez toujours l'habitude de voir. Ce seraient les jeunes comme nous, comme vous, qui allaient prendre les bâtons de commandement pour un Congo nouveau. Parce que pour nous, cette classe politique, elle est corrompue. Même ceux qui sont à l'opposition ou à la majorité, la grande partie des acteurs sont corrompus par les régimes. À telle enseigne que nous ne pouvons pas compter sur eux. C'est comme ça que nous, les jeunes, on va se prendre en charge en 2028. Et c'est cette opposition-là qu'il faut voir en tête. Quand vous parlez de l'opposition, il faut voir les jeunes de la Tchangou qui ne travaillent pas. Il faut voir les licenciés qui ont fait 5 ans à l'université qui n'ont pas de job. Il faut voir tous ceux qui pensent qu'on fait l'université pour devenir motard et vendre au niveau des cabines. C'est ces gens-là qui vont faire bloc contre Tshisekedi. Ce n'est pas Fayoulou qui les fera. C'est celui qui est, par exemple, à l'est du pays, qui subit l'agression rwandaise alors qu'il y a un État qui doit les sécuriser. C'est celui-là qui va faire face à Tshisekedi. Ce n'est pas un secrétaire d'un parti politique connu qui le fera. Donc rassurez-vous que ce sont les jeunes phaseurs ici, qui n'ont pas de prise en charge de l'État. Ce sont des jeunes qui marchent, qui vivent avec 500 francs la semaine, 1000 francs le mois. C'est ces jeunes-là qui vont s'élever contre Tshisekedi. C'est ça la vraie opposition. Pour vous dire en d'autres termes que l'opposition, c'est le peuple. Ce n'est pas les partis politiques. Et le peuple s'élèvera contre Tshisekedi. Je prends rendez-vous avec vous. Prenez rendez-vous avec l'histoire. En 2028, vous verrez ce que vous allez voir. Ce ne seraient pas les armes qui vont parler. Mais c'est la rue qui va parler. De manière pacifique. Exactement. Pas les rebelles de la FCM 23. Parce qu'eux ne sont pas, dans mon sens, des patriotes. Ce seraient des vrais patriotes qui ne vont pas tuer les gens comme c'est fait le cas avec l'UDPS,
qui ne vont pas brûler les sièges de partis politiques, mais qui vont marcher pacifiquement. Il y aura des villes mortes. Et Tshisekedi fuira s'il pense défier les peuples congolais. Il sortira par la grande porte en respectant la Constitution. Voilà, nous sommes en train de chuter. Quels seraient vos mots de la fin pour clore cette émission? Le mot de la fin, c'est de dire aux jeunes Congolais de ne pas baisser les bras, de ne pas non plus perdre leur temps derrière les politiciens congolais, les ventriloques, c'est-à-dire ceux qui sont à l'Union sacrée et certaines de l'opposition qui pensent que la politique, c'est question de critiquer la journée et partir soudoyer l'argent la nuit. C'est question de critiquer la journée et avoir des accointances la nuit. Nous n'avons pas d'inimitié en politique. Nous sommes frères, nous sommes tous des Congolais. Mais on ne peut pas non plus faire la lutte politique versatile, comme ce fut le cas avec Etienne Tshisekedi. Critiquer Mobutu la journée et la nuit, c'était son ami. Nous devions être de cette génération qui va faire une lutte des valeurs, une lutte qui va prôner l'intérêt général. Parce que si cette génération rate d'échanger le Congo, ça sera fini pour ces pays. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, une fois aux affaires, de faire mieux que nos vieux, parce que nous avons observé la scène politique avec tout ce qui se passe. Nous n'avons pas la prétention de connaître la politique mieux que nos aînés, mais nous pensons que nous sommes dépositaires d'une destinée pour ces pays et que nous devions être déjà préparés à ce niveau-là. Également au pouvoir en place. De ne pas oublier qu'on ne défie pas la population. Tous ceux qui ont osé défier les peuples dans l'histoire du monde ont toujours croisé les peuples sur leur chemin. Ceux qui pensent que le pouvoir est éternel ne doivent pas oublier qu'il y a 2028. C'est 2028 la fin. Après 2028, il n'y aura pas de régime qui se crée dans ces pays. Merci. Voilà, il y a la vie après le tapis rouge du pouvoir. Merci beaucoup les défenseurs judiciaires, M. Enoch Manoka, d'être venu. Merci. Et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous suivre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Aliko bon, ça fait ça, on met ça la main, on dit la bisou, et ça la main.